Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir et bienvenue à cette émission grand public organisée pour le décryptage en toute transparence du livre bilan du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, sur les 5 ans qui se sont écoulés. Ce soir, dans cette émission 30 jours pour convaincre en toute transparence, nous recevons le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Émile Wosso. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu à ce grand rendez-vous. Plaisir partagé. Avec moi donc ce soir pour cette interview, mes collègues Marna Mankene, Vox TV et Jidikaël Moussirou de C-Direct. Alors, donc, nous le disions, Monsieur le ministre, pendant 5 ans, la population congolaise a remis son destin entre les mains du président Denis Sassou Nguesso, notamment dans le secteur de l'eau et de l'électricité, où vous avez été responsabilisé. Vous êtes ministre depuis septembre 2022. Est-ce qu'on peut faire un petit point? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 5 dernières années dans votre secteur? Oui, d'abord, simplement que le peuple congolais avait eu raison de confier ses besoins en eau et en électricité au président Sassou Nguesso. Et vous l'avez rappelé que depuis 2022, nous avons en charge ce ministère. Et ce que nous avons fait est résumé en quelques lignes dans le livre du président. Et nous avons plus de détails, bien sûr, dans ces documents que j'ai apportés. Je ne vais pas vous embêter à les dire, simplement qu'il y a des questions précises, nous les ouvrirons pour donner des informations précises. Retenons que l'eau et l'électricité sont des droits humains fondamentaux. L'eau, c'est la vie, on le dit. L'électricité est le moteur de la vie. Puisque sans électricité, nous tous nous souffrons de tous les maux. La santé, c'est l'électricité, l'éducation, l'administration, vous-même les médias. S'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas travailler. Et qu'est-ce que nous avons fait depuis 2022? Nous avons fait un état des lieux qui nous a fait voir la justesse des lois prises en 2003 pour libéraliser le secteur de l'eau et de l'électricité, notamment les lois 13 et 14. Et nous avons aussi regardé les mises en œuvre de ces lois à partir de 2018, avec les difficultés qu'il y a eu. Et nous sommes mis à la tâche pour poursuivre ce travail. Parce que tout pays vit des réformes. Tout pays vit des réformes et il y en a en permanence. Alors, nous avons trouvé ce dossier, nous l'avons pris à bras le corps. Nous avons corrigé ce qu'il fallait corriger, nous avons ajouté ce qu'il fallait ajouter. Nous avons fait approuver tout cela par le Conseil des ministres et nous nous sommes mis à l'œuvre. Alors, le gros problème des Congolais est, j'allais dire était, il n'est pas encore à cette conjugaison d'avoir été l'électricité. Parce que quand il y a le courant, il y a l'eau. Et nous avons pris ce problème à bras le corps en établissant une équation simple. Le Congo produit assez de courant pour satisfaire sa population au jour d'aujourd'hui. Bien. Mais ce courant n'arrive pas à Brazzaville. Il est bloqué par les problèmes qu'il y a dans les postes de Mindouli et de Ludima principalement. Il fallait s'attaquer à ce problème, régler ce problème pour que au moins le courant disponible arrive à Brazzaville. Monsieur le ministre, si vous permettez, c'est une question assez technique, on voudrait bien comprendre. Aujourd'hui, plus de 20 ans, on parle des réformes dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Quel est le petit point qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelques réformes qui ont pu aboutir quand même ces 5 dernières années? Si nous sommes ici, c'est que ces réformes avancent. Un peu difficilement parce que, vous savez, en matière de gestion des hommes, il ne faut pas décider dans l'enthousiasme ni dans la colère. Nous avons trouvé un dossier qui concerne, dans une grande mesure, une matière qui est la plus inflammable dans la vie de tous les jours, c'est la personne humaine. Alors, nous nous sommes rendus compte que ces dossiers de réforme n'étaient pas bien appropriés par
je dirais, beaucoup d'institutions et beaucoup de personnel politique, technique. Et il nous fallait donc d'abord faire ce travail de pédagogie pour montrer que les réformes étaient un passage obligatoire. Parce que s'il n'y a pas de réforme, le pays ne peut pas avancer. Je vous prends simplement deux exemples qui concernent l'eau et le courant. L'eau, les installations du réseau d'adduction d'eau de Brazzaville datent de 1951, ici où nous sommes au centre-ville. C'est des réseaux déjà vétustes, avec de l'amiante. Et il n'y a qu'en périphérie, dans le nouveau quartier, où il y a des réseaux qui sont modernes avec des PVC et tout ce qu'il faut. Alors, si nous ne nous attaquons pas à ce problème de réseau, nous avons de l'eau jaunâtre au robinet. Mais l'eau ne quitte pas l'usine étant jaunâtre. Elle ramasse en route les déchets des réseaux et nous amène au robinet. Donc ça, c'est une obligation pour nous régler ce problème. On ne peut pas l'esquiver. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, pour le peu de temps qui reste, on peut penser qu'on a compris? Ben, on va se comprendre nécessairement puisque les réformes au niveau des ouvrages de production qui appartiennent à l'État, qui ne sont pas entretenus, donc sont vétustes, il faut bien que quelqu'un mette de l'argent. Bon, au niveau des budgets de l'État, vous pouvez regarder, il n'y a pas eu d'inscription pour la maintenance de ces ouvrages. D'où il faut faire appel au capital privé. Et le capital privé n'est pas qu'étranger, il y a des Congolais au Congo ici qui ont des capitaux en mesure de faire ce travail. Mais, quelle est leur garantie? Voilà. Parce que si vous voulez investir dans un secteur comme l'eau et l'électricité, qui sont des services publics, il vous faut soit la garantie souveraine de l'État, vous allez mettre des dizaines de milliards, ou la garantie bancaire de l'État. Mais ces deux leviers-là, pour l'instant, ne sont pas à jour. Mais avec les réformes que nous menons en tant que gouvernement au niveau des finances publiques et du portefeuille public, nous espérons que d'ici 2028, l'État pourra retrouver sa pleine capacité à émettre des garanties souveraines. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais quand il n'y a pas ces deux garanties, qu'est-ce qui nous reste? L'investisseur dit, bon, ok, je veux seulement une garantie commerciale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais de l'eau ou je fais l'électricité, je vends à la société qui me paye. Mais quand on fait le tour de la question du client, qui est la société, elle-même a des problèmes. Elle-même a des difficultés de tous les jours et appelle souvent l'État pour l'aider à passer ses fins de mois, ainsi de suite. Donc nous avons attaqué ce problème avec justement les deux sociétés concernées pour améliorer la gouvernance. Et d'ailleurs, c'est le chef de l'État lui-même qui, il y a quelques mois en France, a fait venir la société Veolia, sa filiale Sereka, pour voir un peu comment améliorer les performances de EKRC. Et récemment, avec le ministre des Finances, nous avons pris un autre cabinet, toujours en relation avec EKRC, pour les mettre là-bas pour qu'ils mettent le nettoyage et que la société devienne plus performante. Et si elle est plus performante, demain, elle peut acheter le courant et le vendre. Parce que le malheur de notre pays, c'est que nous avons créé des sociétés qui vendent un produit qu'elles n'achètent pas. Voilà. On vend un produit qu'on n'achète pas. Voilà tout le drame. Bon, mais nous sommes en train de régler tout ça. Et vous voyez que ces derniers temps, nous travaillons dans le silence avec ces deux sociétés pour arriver à des solutions, parce que le débat n'est pas d'avoir raison ou tort à la fin. Parce que si l'un a raison, l'autre a tort, ça ne fait avancer personne, ni le pays. Pour Brazzaville, il faut encore une fois remercier le chef de l'État, sous l'impulsion duquel tous ces projets de forage d'eau ont lieu en ce moment. Évidemment, sous la coordination du Premier ministre qui veille au grain. Alors, nous avons pour Brazzaville 5 forages. Il y a 2 qui sont déjà inaugurés, enfin mis en service. La Patte d'Oie et Combo. Et nous allons le 15, c'est-à-dire dans quelques jours,
mettre en service celui de Filou. Et après, nous aurons Pissa. Et enfin, nous terminerons par Talangaï. Donc, il y a 5 forages de grande capacité distribués dans toute la ville pour régler là où le problème était le plus difficile. Parce qu'ailleurs, quand il y a le courant, il y a l'eau. Le problème, c'est que quand il y a le courant, il y a de l'eau. Quand il n'y a pas de courant, les unes du Djoué et de Djiri s'arrêtent. Et c'est pour ça que nous mettons le plus lot de nos forces dans la bataille pour l'électricité, quelles que soient les sources. Donc ça c'est pour Brazzaville. Bon, maintenant pour Pointe-Noire, si la question se pose, je vous dirai quels sont les forages qui se font à Pointe-Noire et que nous allons inaugurer en février. Là. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des solutions concrètes pour pouvoir pallier cette situation-là? On a des solutions concrètes, mais les solutions, la première solution c'est des capitaux, il faut les avoir. Les capitaux, nous avons des milliards autour de nous. En 3 ans, nous avons déclenché beaucoup de milliards qui n'attendent qu'une condition, une seule, que LCDE soit bien géré et paye, que KRC soit bien géré et paye, c'est tout. Quelqu'un va vendre son courant, s'il est payé, il a son argent, il fait son affaire. C'est une affaire, hein, le courant et l'eau. Voilà. Mais tant que nous n'avons pas fini encore là, de dégrossir les problèmes qu'il y a là-bas, bon, les capitaux sont à la porte, ils attendent. Je vous montrerai tout à l'heure les milliards que nous avons en stock. Les gens attendent. Donc nous sommes en ce moment en train de travailler en silence avec EKRC, avec LCDE, pour que les performances s'améliorent et enfin qu'on croit en nous et que les capitaux entrent. Ils sont déjà là. On a des protocoles signés, l'argent est là, on a signé à Washington, on a signé à New York, on a signé avec le PNUD, on a signé avec des partenaires de Dubaï. Tout le monde est prêt avec des milliards pour venir pour faire l'eau et le courant au Congo. Mais pour vendre à qui et qui va payer? Voilà le combat qu'on mène maintenant. C'est le dernier combat. Une fois qu'on a fini ça, mais les vannes vont s'ouvrir, l'investissement va arriver. Monsieur le ministre, vous pensez donc que les consommateurs aujourd'hui qui consomment l'électricité et l'eau ne payent pas ce qu'ils consomment? Et si c'est ça, alors quel est le plan que vous avez mis en place pour pouvoir régler le problème aujourd'hui? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le vendeur d'eau ou d'électricité, il vend, le client il paye. Mais le vendeur d'eau ne paye pas à l'État le courant qu'il a acheté ou l'eau qu'il a acheté. Parce que la production d'eau et de courant, ce n'est pas EKRC qui l'a fait ou LCDE, c'est l'État qui a investi. Les investissements méritent d'être amortis. Entre 2000 et 2018, l'État a quand même investi 1500 milliards de francs CFA pour l'électricité. On a confié à la SNE pour gérer. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On ne revient pas là-dessus. Voilà. Les deux sociétés, la LCDE et EKRC, dépendent, sont toujours à la mamelle financière de l'État congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre plus performantes ces deux entités? Mais il faut faire ce que nous faisons. En cause avec eux, on leur montre en fait le bon chemin. Parce que il faut retenir ceci. Au jour d'aujourd'hui, en prenant le secteur de l'électricité, on produit 770 MW. Ça, c'est l'État qui a construit, y compris la centrale à gaz de Pointe-Noire. Si demain, un privé vient construire un barrage de 4000 MW, qu'est-ce qu'il a à faire avec les 770 MW? Il peut me les jeter et jeter avec eux, avec ces mégawatts-là, tout le personnel qui vit de ça. Il a 4000 MW. Vous savez, nous, aujourd'hui, le pays qui tire l'Afrique centrale en termes d'électricité, c'est l'Angola. Ils ont une ambition, ils avaient moins que nous. Mais aujourd'hui, ils sont à 9000 MW. 9000 MW. Gérés de manière privée, consensuelle. Ils inaugurent bientôt un barrage de 2700 MW. Nous avons construit le dernier, le plus gros barrage qu'on ait fabriqué, c'est Imbulu. 120 MW. 170 milliards de francs CFA. Bon. Avec ce que nous avons comme programme, si nous réglons le problème de gouvernance, vous verrez des barrages de 500, 1000 MW, 2000 MW
parce que nous avons fixé pour horizon. Et ça, le président ne l'a pas écrit dans son livre parce que ce n'était pas l'heure de la vision, de la prospective, c'est l'heure du bilan. Donc, on s'arrête d'abord au bilan. Mais sinon, nous avons dans les tuyaux beaucoup de projets en termes de milliers de mégawatts. Bon, quand un privé aura fait ça, est-ce qu'il y aura encore un débat syndical chez un privé qui a ses 4 000 mégawatts? Il n'y aura plus. Voilà. Monsieur le ministre, dans le bilan, effectivement, là, vous parlez de l'Angola, avec qui on coopère dans le cadre pour énergétique. Donc voilà, qu'est-ce que l'Angola a pu gagner ces 5 dernières années de cette coopération avec les pays frontaliers qui produisent l'électricité? Est-ce que vraiment l'apport a été significatif ces dernières années? Ben, c'est une décision de chef d'État mûrement réfléchie et qui découle aussi des préconisations de l'Union africaine, qui a créé en Afrique à peu près 5 pôles énergétiques. Nos chefs d'État sont partis au-delà. Pour faire plus vite, créons d'abord une boucle de l'amitié énergétique. Nos deux chefs d'État, le RDC et le Congo, ont créé le pôle de l'amitié énergétique. L'Angola a adhéré il y a 2 ans, ils nous ont rejoints. Et l'intérêt est lequel? L'intérêt, justement, c'est que si en Angola, il y a de la production, ici, il y a de la production, en RDC, il y a de la production, on ne vivra plus les problèmes qu'on vit. Ça, c'est de 1. De 2, l'électricité, si elle est bien produite chez nous, parce que nous avons les sources, nous avons les capacités, peut devenir le pétrole de demain. Parce que nous étions, le président nous avait fait l'honneur de nous amener à Dar es Salaam, où nous avons préparé un grand programme avec la Banque mondiale, la BAD, avec les fondations Rockefeller, qui s'est traduit par par le dernier document que j'ai amené là, la mission 300. Mission 300 est une délibération, une décision des bailleurs de fonds qui ont fait le constat qu'en Afrique, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas de courant. Eux, ils s'engagent d'ici 2030 à donner le courant à 300 millions d'Africains. La Banque mondiale, 250 millions d'Africains, la BAD, 50 millions d'Africains. Et chaque pays devait donc faire son document. Et nous avons fait le nôtre. En avril, nous l'avons défendu à Washington, devant le FMI, la Banque mondiale. On a gagné. Et le 24 septembre, nous sommes partis le signer à New York. Et ce document-là, excusez-moi, pour être plus précis, vous aurez ces dossiers après. Hein. Alors, je vous donne les chiffres que ça nous rapporte. Alors, c'est le pacte national énergétique que nous avons signé à New York le 24 septembre. 9 616 milliards d'investissements qui attendent. Si on règle le problème de EKRC, on a 9 616 milliards. Il n'y a plus de grandes négociations, tout est prêt. Ça fait 5 ans que vous êtes là. Vous êtes arrivé en septembre 2022. On est là, pourquoi ça coince? Mais ça ne coince pas, nous sommes en train d'avancer le dossier. Vous avez pris beaucoup de temps quand même. Mais écoutez, le Congo est né en 1960, hein, avec une ELCO. Et le seul barrage, c'est le Dieu avec 14 MW, qui a alimenté les 2 villes, Kinshasa et Brazzaville. Il y avait peu de population. On était, je crois, à 500 000 habitants. Maintenant, il y a une explosion. Il faut accompagner. Et ça ne coince pas. Il faut simplement que les gens arrivent à maturité, à comprendre les problèmes de leur temps et accepter les solutions qui sont proposées. Parce que le gouvernement est là pour travailler dans le sens du bien-être des populations. Et souvent, tant que ce n'est pas bien compris, il faut faire l'explication et être pédagogue de bout en bout. Voilà. Une dernière question ici, avant de faire monter les confrères. Hein. Est-ce que c'est positif, selon vous, le bilan du secteur de l'énergie et de l'hydraulique? Nous sommes passés de l'année dernière à aujourd'hui d'un taux d'accès de la population à l'électricité de 49% à 59%. Bien. N'oublions pas que 80% presque de la population du Congo vit à Brazzaville et Pointe-Noire. Quand tous les efforts qui se font pour mettre l'eau à Brazzaville et à Pointe-Noire avancent, la majorité de la population est atteinte.
Et comme le dit souvent le président, bon, mais nous avons l'obligation d'amener le courant, même dans un hameau où il y a 3 pêcheurs. Donc l'investissement, il est là, il y a un coût social à payer, mais l'État s'efforce de le faire. Et vous avez vu ces derniers temps, on a amené du courant dans beaucoup de chefs-lieux de districts, dans beaucoup de localités. Je pourrais vous les citer, mais le travail se poursuit. Donc on peut dire que le bilan est satisfaisant en prenant seulement un indicateur. Depuis 3 ans, le nombre d'incendies des transformateurs a diminué. C'est-à-dire la destruction du réseau, la dégradation du réseau s'est ralentie. Pourquoi? Parce que nous avons un dialogue permanent avec les techniciens. On leur dit quelles sont les procédures. Parce qu'en matière d'électricité, par exemple, nous leur rappelons le b.a.-ba d'un ingénieur. C'est aligner les sécurités et les activer. Mais quand ils ne sont pas alignés ni activés, moindre perturbation sur le réseau, mais le poste prend feu. Et on a vécu ça. On a vécu ça, c'était comme un abonnement chaque matin, on se levait avec des nouvelles de ce genre-là. Mais depuis un moment, ça s'est calmé parce que tout le monde s'est mis au travail, on se fait confiance et on avance. Quant à l'eau, nous avions un danger à l'époque, c'était le réservoir de Ngamakoso, 10 000 mètres cubes, qui était menacé d'érosion. Bon, là encore, l'État a fait des efforts, a trouvé de l'argent pour sécuriser ce réservoir qui nourrit 70% de la population de Brazzaville. Bon, donc le fait qu'on a stoppé les dégradations, le fait que nous avons dans notre portefeuille des milliards d'investissements qui attendent une seule condition, même pas de l'État, que nous mettons de l'ordre dans nos gestionnaires de services publics. Et ils arrivent, c'est des privés, voilà. Dernières années, vous avez pu produire des efforts concernant l'électricité. Vous avez pu produire aujourd'hui près de 800 MW d'électricité pour des besoins estimés autour de 600 MW. Mais les Congolais sont quand même surpris que les délestages, les blackouts sont toujours leur lot quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, à ce niveau, nous avons dans le secteur de l'électricité 3 pôles. 3. Il y a la production, il y a le transport et la distribution. Au niveau de la production, par bonheur, nous avons un outil qui est bien géré, c'est la centrale électrique à gaz de Côte-Matev, qui nous produit 484 MW. À ce niveau, ils ont deux turbines qui produisent, rien que pour Brazzaville, environ 300 MW. Et une turbine pour Pointe-Noire, environ 170 MW. Bon, mais quand à Pointe-Noire, ils produisent les 300 MW, ils mettent sur le réseau, ils n'arrivent à Brazzaville que moins de 100 ou 100 MW. Le reste est perdu. Parce que le segment de transport, construit en 1982, n'a jamais été entretenu. Il est vétuste. Et c'est pour cela que notre première bataille, soutenue par le chef de l'État et le Premier ministre, était donc de réparer cette ligne. D'où les efforts que vous entendez. Nous avons eu donc un financement Banque mondiale de 100 millions de dollars, 62 milliards de francs CFA. Nous avons eu un financement de ENI, à peu près autant. Et nous avons, au plan local, levé aussi à peu près autant pour réparer le problème de la ligne électrique depuis Pointe-Noire jusqu'à Makwa. Parce qu'au départ, nous sommes arrêtés à Brazzaville, on a dit non, ce n'est pas suffisant parce que la ligne Brazzaville-Owando en 220, la bretelle sur Makwa en 35, les bretelles sur Djambala en 110 et celles récentes sur Bundi en 110. Ces lignes-là aussi, il faut déjà anticiper la maintenance pour éviter de tomber dans les problèmes que connaît Brazzaville. Donc le courant existe, mais pour arriver à Brazzaville, la route était mauvaise, bon, entre guillemets, voilà, pour simplifier. Nous sommes en train de réparer la route et au mois d'août, quelqu'un m'a appelé pour me dire, monsieur le ministre, félicitations, il y a moins de coupures à Brazzaville. J'ai dit non, non.
on attend d'abord les pluies parce qu'en saison sèche, beaucoup de climatiseurs sont éteints, donc il n'y a pas d'appel de courant pour susciter un travail énorme des machines. Bon, on est arrivé en octobre, novembre, décembre, bon, je pense que les coupures sont en train de baisser. Mais, comme nous avons fait le programme de réparation de la ligne électrique, nous avons dit que l'amélioration sensible va arriver vers mi-février. Pourquoi? Parce qu'il fallait commander des compensateurs, des condensateurs, des relais, beaucoup de machines que mes ingénieurs connaissent mieux que moi, des grosses machines, mais qui ont des délais de fabrication. Donc là, nous sommes partis le week-end dernier à Pointe-Noire pour réceptionner justement des condensateurs, des compacteurs qui sont arrivés pour l'Oudima, Mindouli. Bon, étant donné qu'à Mbono, on avait déjà terminé l'installation du compensateur de Mbono. Donc, les pièces les plus difficiles de Mbono est installé. Il restait Mindouli, ça arrivait, ça sera installé dans les prochaines semaines. Et enfin, l'Oudima, ça sera installé. Donc, nos partenaires ENI, donc les Italiens, avec leur société dans leur giron, sont en train d'abattre un gros travail parce qu'il y a des endroits où il faut remplacer les pylônes. Donc, il faut remplacer carrément les câbles. Hein. Les câbles sont usés, les boulons sont usés. Donc, je parle en termes simples là, pour qu'on ait la même compréhension. Donc, ce travail se fait de manière très technique et très professionnelle. Monsieur le ministre, merci. Nous savons que le Congo, en termes d'électricité, comptait il y a près de 14 ans, sinon 15, sur la centrale hydroélectrique d'Umboulou. Le 27 septembre, nous y sommes rendus. Alors, après avoir entendu à Brazzaville que plus aucune turbine ne fonctionnait, mais quand nous sommes arrivés à Umboulou, au moins une fonctionnait. Et actuellement, des rumeurs fusent encore de partout. Qu'en est-il exactement de la situation actuelle du barrage hydroélectrique d'Umboulou? Produit-il? La turbine est démontée, est-elle réparée? Où en est-on avec la fabrication des équipements par les partenaires chinois? Et où en est-on avec les partenaires qui vont remonter la turbine et la remettre en place? Bon, là c'est une question à laquelle nous avons la réponse. On se souvient que dans les mises en concession des barrages, un processus transparent mené de bout en bout. Umboulou était attribué à des Suisses. Et si nous ne faisons pas attention, ils vont nous porter plainte à l'international. Ils ont gagné un marché et nous traînons. Bon, en attendant, EKRC se débrouille à faire ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire, il y a eu au départ l'arrêt en 2018 d'une turbine qui est toujours arrêtée. Donc depuis 7 ans, 8 ans aujourd'hui, elle est arrêtée. Bon, les techniciens essaient de trouver des solutions. Après, il y a eu l'affaissement de la dalle qui est devant le poste administratif. La dalle s'est affaissée, mettant en danger le risque de chute des pylônes qui quittent la centrale pour aller sur le réseau. EKRC a fait des efforts pour appeler le BCBTP, entamer des travaux de maintenance pour que la dalle ne s'effondre pas, c'est-à-dire remplacer le sable qui était en bas par du gravillon et consolider, enlever les joints en bois, les remplacer par du béton. Et pour l'instant, ce travail est fait. Mais les trois autres turbines, quand les techniciens parlent, laissez-moi vous trouver la page de ces turbines-là. Il manque soit de l'huile, en fait, il manque des pièces détachées que le KLC n'a pas en stock. Il manque des huiles. Il manque, en fait, des choses qui, en temps normal, doivent faire l'objet d'une anticipation en termes d'approvisionnement. Nous suivons aujourd'hui la CEC à Pointe-Noire, qui produit, mais ils ont leur programme de révision bien au point. Ils ont des procédures bien au point. Ils ont leur stock de rechange bien au point. Donc, des gros outils comme des barrages, on ne doit pas les gérer au jour le jour.
attendre qu'il y ait un incident pour maintenant venir faire le médecin. Non, non. On doit anticiper. C'est comme on a tous une voiture, on n'attend pas que le moteur se casse pour aller vidanger. En vidange, il y a des périodes, il y a des dates de vidange. Parce qu'on veut voir notre voiture durer longtemps. Mais donc pour ces grosses machines aussi, ces grosses installations, ben, il faut des programmes techniques de maintenance préventive. Voilà. Bonne année à vous, monsieur le ministre. Alors, nous vous suivons depuis là. Vous n'allez pas au-delà de ce que nous entendons au niveau de l'hémicycle à propos. Ça veut dire que les problèmes sont connus en matière d'eau et de l'électricité, c'est clair. Alors la question, qu'est-ce qui explique cette pérennisation des problèmes? Parce que lorsque nous suivons les commissions pour l'interpellation du gouvernement à l'Assemblée, ce sont les mêmes détails. Transport et fourniture. Je pense que vous êtes là pour le transport et la fourniture. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que ça prend du temps pour la fourniture d'électricité et de l'eau. Alors, est-ce un problème des moyens ou un problème d'une volonté quelconque? C'est un problème de tout. Pas de volonté politique parce que celle du président, elle est là, inébranlable. Celle du gouvernement, on a la tâche. Il y a un problème de moyens parce que quand vous regardez, et je vous invite à le faire, les budgets de l'État, au moins depuis 3 ans, il n'y a aucune inscription significative pour ce travail-là. Pourquoi? Parce que les outils ont été donnés à un opérateur qui doit gérer et rentabiliser. Donc avec ces revenus-là, l'opérateur doit être en mesure de pallier à tous ces problèmes. L'État a fait l'effort d'investir. Voilà. Et notre travail aujourd'hui, c'est de nous accorder, et nous le faisons déjà, avec ceux qui animent ces opérateurs-là. Voilà. Et quand vous dites que c'est la même chose qu'on entend, oui, mais on entend avec moins d'intensité quand même chaque jour, parce que quand vous entendez les problèmes de l'électricité eau, bon, je suppose que c'est quand je passe à l'Assemblée pour expliquer. Mais il faut toujours expliquer. Parce que l'Assemblée a son opinion. C'est la représentation de la population. Le Sénat, c'est le Conseil de la République. Bon, donc ce sont des grands chefs politiques. Il faut faire avec eux. Et en plus, c'est eux qui vont expliquer aux populations les décisions du gouvernement dans leur descente. C'est pour ça que nous prenons le temps d'expliquer. Et au jour d'aujourd'hui, je vous dis que les moyens sont disponibles. Je répète, les moyens sont disponibles. Parce que, je me permets de poser votre question. Ça, c'est l'Afrique. En noir, c'est les pays qui n'ont pas d'électricité stable. En noir. Donc, toute l'Afrique n'est pas électrifiée. Pour une situation normale, il ne doit y avoir aucune coupure. Bon. Nous, le Congo, qu'est-ce que nous avons? Depuis 3 ans, nous avons travaillé à réunir les moyens pour remédier à ça. Ça, c'est le pacte énergétique, donc signé avec Banque mondiale, Rockefeller, la BAD, Bloomberg, à New York le 24 septembre. Je vais donner les chiffres. Les chiffres, ça fait des milliards d'argent. Nous avons ici le PNUD. Là aussi, nous avons travaillé pendant 2-3 ans pour électrifier toutes les localités du Congo de plus de 1000 habitants. Et de même moins 1000 habitants. L'argent est disponible. Nous avons la boucle de l'amitié énergétique dont j'ai parlé. L'Union européenne est en train de financer les études. Pointe-Noire, Brazzaville, Pointe-Noire, Pointe-Noire, Cabinda, Inga. L'argent est disponible et il y a une société de Dubaï qui veut la construire. Mais elle dit, mais je veux vendre le courant à qui? Et qui va me payer? Voilà tous les débats, il est là. Donc c'est le combat que nous menons en ce moment, de faire que celui qui achète paye. Finalement, monsieur le ministre, en ce fin de mandat, comment appréciez-vous votre secteur? L'appréciation du secteur, elle est celle que nous faisons, nous tous là. Hein? Parfois on a le courant, comme maintenant, je ne sais pas si cela c'est un groupe ou bien c'est nous-mêmes.
Bon, mais de plus en plus, la situation s'améliore avec déjà l'arrivée à Brazzaville du courant qui est produit à Pointe-Noire et qui est suffisant, largement suffisant pour nos besoins en tant que population. Si c'est pour l'industrie minière et tout ça, il faut encore construire d'autres ouvrages. Mais pour notre consommation de tous les jours, tel que nous l'avons là, le courant produit au Congo est suffisant pour nous alimenter. Il faut régler les problèmes de transport et de distribution. Et c'est à quoi nous nous attendons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous sommes arrivés à la fin donc, de cette émission. Le temps est très court pour évoquer tous ces dossiers qui sont très importants pour la population congolaise, notamment celles qui attendent l'eau et l'électricité tous les jours. Mais nous continuons. Peut-être qu'on va recevoir sur ces plateaux vos directeurs généraux, celui de l'électricité et l'autre qui s'occupe de l'eau. Merci de votre temps et merci de votre disponibilité. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine émission.